Alors, bah, merci quelques présents qui sont là. On en attendait plus, mais bon, peut-être qu'ils vont arriver. Donc, très rapidement, je me présente. Je suis Christophe Orbach, je suis médecin et je suis également secrétaire de la communauté professionnelle territoriale de santé sud-ouest de l'Eurométropole. Qu'est-ce que je peux dire très rapidement? J'ai un petit conflit d'intérêt dans cette présentation parce que j'ai rejoint depuis peu le conseil d'administration de la CARGES et j'en suis ravi au titre d'administrateur, comment on dit, pas titulaire, c'est l'autre, c'est Suppléant. suppléant, pardon. Voilà, donc très content d'accueillir aujourd'hui Marie Clem, qui est co-directrice de la cellule d'animation régionale Grand Est de soins palliatifs CARGESP, en région Alsace, hein, si j'ai bien compris. Mais Oui. voilà, maintenant on parle du Grand Est, qui va nous dire, enfin en fait, qui va nous parler de soins palliatifs, en tout cas tout ce qu'on a envie de savoir sur les soins palliatifs ancrés ici dans notre territoire et parler des ressources sur ces soins palliatifs. Donc, bah, écoute Marie, moi je vais pas en dire plus. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, cette intervention aujourd'hui, elle me touche particulièrement parce qu'en fait, j'ai une double casquette puisque je suis moi aussi professionnelle de terrain. En fait, je suis infirmière libérale une petite partie du temps encore et j'espère pouvoir continuer cette double activité. Et donc, doublement concernée par les difficultés que peuvent rencontrer les soignants de terrain euh, au décours des prises en charge palliatives de nos patients à domicile et dans un certain nombre d'établissements de santé type EHPAD, MAS, etc., dans lesquels on intervient plus ou moins. Euh, L'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'était d'abord, alors une prise de contact, on l'a déjà eu pour certains d'entre nous précédemment, mais aussi de pouvoir vous faire un état des lieux rapide des ressources que vous pouvez trouver pour les prises en charge palliatives de vos patients sur votre terrain d'activité, sur votre territoire d'activité. Ça, c'est une première chose. Et dans un deuxième temps, l'objectif, c'est aussi, une des grosses missions de la cellule, c'est aussi de développer un certain nombre de partenariats et de collaborations et de venir recueillir les difficultés euh, de nos collaborateurs, c'est-à-dire vous, en fait, dans les prises en charge qu'ils rencontrent sur le terrain et de pouvoir proposer des axes d'amélioration et des outils. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement en fait les ressources qu'on a ici en Alsace, hein, parce que je ne vais pas vous parler du Grand Est, ça c'est autre chose. Mais et ensuite dans un deuxième temps, ce serait bien qu'on puisse poursuivre cette intervention aujourd'hui par peut-être euh, la réflexion autour de ce que vous aimeriez faire au sein de votre CPTS par rapport aux soins palliatifs, parce qu'on est vraiment très très motivé et très disponible pour mettre en place un certain nombre de choses et vous faciliter la vie. Le rôle de la cellule, c'est vraiment d'être un facilitateur et certainement pas une couche de coordination supplémentaire dont on n'a pas forcément besoin. Voilà, donc vous me dites si vous voyez tous le partage de mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. C'est OK. Ok, Merci. ok, super. Donc, qu'est-ce que c'est que la CARGESP? Alors, c'est un nom un petit peu compliqué. C'est la cellule d'animation régionale Grand Est de soins palliatifs. C'est pour ça qu'on a réduit et qu'on a fait CARGESP, parce que quand vous répétez 70 fois cellule d'animation régionale Grand Est de soins palliatifs, ça fait un peu long. Donc, cette CARGESP, elle a une particularité et c'est à mon sens, une grande richesse aussi. Elle a la particularité d'être la réunion de deux structures qui étaient préexistantes, à la différence de toutes les autres cellules qui ont été constituées en France. Donc, je vous en parlerai plus tard, mais en fait, c'est à la demande de l'ARS et de la DGOS, hein, ces créations de cellules. Donc, à terme, il y en aura dans toutes les grandes régions. La particularité qu'on a, nous, on a deux particularités qui sont, à mon sens, des atouts, c'est qu'on est la fusion de deux réseaux qui existaient depuis plus de 10 ans. Donc, nous, on existe depuis 2008. On existait depuis 2008 et en Champagne-Ardenne, ils existaient depuis 2008 ou 2006, je ne sais plus. Et donc, on a fusionné parce qu'on s'est dit que c'était quand même plus intelligent de travailler ensemble et de continuer à poursuivre les liens qu'on avait avec les partenaires de terrain plutôt que de créer un truc
de toutes pièces et sans avoir de connexion avec le territoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de Qu'est-ce qu'on est? On est une équipe de coordination avec un souhait de travailler en lien étroit avec tous les acteurs de soins palliatifs du Grand Est. Et pour moi, tous les acteurs de soins palliatifs du Grand Est, c'est pas seulement les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles, les SSR, les hôpitaux de jour, etc., ou l'université, mais c'est surtout et avant tout, à mon sens, les acteurs de terrain. Parce que l'objectif, dans la stratégie décennale de soins palliatifs, c'est vraiment de démocratiser ce type de prise en charge avec un certain nombre de niveaux et de ne faire des USP et des équipes mobiles que des équipes spécialisées, mais de permettre dans de bonnes conditions à tous les acteurs du soin de faire des soins palliatifs, quel que soit le souhait de vie ou de fin de vie du patient. Donc, bien sûr, pour moi, les acteurs de soins palliatifs, c'est aussi bien hospitalier qu'extra-hospitalier, et surtout les équipes opérationnelles de proximité que vous êtes, sans lesquelles je pense que nous n'avons absolument aucun sens. Donc, cette structure, la CARGESP, elle est gérée par une association, l'AGESP, donc c'est un peu le même principe qu'une CPTS, avec une lettre de mission. Enfin, on a grosso modo suivi à peu près les mêmes processus que vous, et on est financé par l'ARS dans le cadre des fonds d'intervention régionaux. Qu'est-ce qu'on a comme mission? Rapidement, et après, on va passer à des outils pratiques. Donc, on participe aux diagnostics territoriaux et à l'amélioration de la lisibilité de l'offre et de l'activité en soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie. Pour moi, les diagnostics territoriaux, c'est vraiment aller recueillir chez chaque soignant quelles sont les difficultés du territoire. Donc, on a un double rôle. On les fait remonter à l'ARS avec une voix un peu plus, avec un peu plus de poids, parce que c'est une demande de l'ARS de créer ces cellules, donc on est des interlocuteurs privilégiés. Et notre objectif, c'est vraiment de recueillir toutes les difficultés du terrain, de les faire remonter de manière à pouvoir évidemment obtenir un certain nombre de financements et de systèmes facilitateurs. En même temps, on ne va pas se cacher, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, mais également de pouvoir être assez proche des acteurs du territoire pour pouvoir imaginer des outils et faciliter les prises en charge, vraiment en collant à vos besoins et à vos missions de la CPTS. Animer les relations avec les acteurs de soins palliatifs en les mobilisant, en les fédérant, en les soutenant dans le cadre de leurs activités, de leurs projets et de leurs besoins. C'est tout à fait l'objectif de ma démarche aujourd'hui. Diffuser la culture et la démarche palliative et contribuer à l'appropriation des bonnes pratiques professionnelles. Alors, ça marche également dans les deux sens. On n'est pas là… Alors ça, c'était aussi une sollicitation de l'ARS de diffuser des bonnes pratiques en direction du terrain. Moi, j'ai un petit peu tempéré les choses en leur disant il se fait d'excellentes choses partout sur le territoire et on ne peut pas coller des choses généralistes à des prises en charge qui sont très souvent particulières et vraiment liées à la géographie, à la richesse des professionnels de santé sur un terrain, etc. Et il se fait très souvent des choses très, très intéressantes. Mais par contre, moi, ça m'intéresse de le faire remonter également dans les deux sens et de permettre, en fait, au plus grand nombre de bénéficier des initiatives particulières. Quatrième mission, on contribue à l'animation et à la coordination régionale des soins palliatifs en partenariat privilégié de l'ARS, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais également en partenariat privilégié avec les structures de soins palliatifs, avec les USP, les équipes mobiles, etc. Mon objectif, c'est aussi, et je pense que c'est également le vôtre, c'est aussi de faciliter le parcours des patients et de pouvoir imaginer des moyens qui permettent d'avoir des prises en charge de qualité, quel que soit le niveau de soins de ces patients. Et bien sûr, informer sur les soins palliatifs et la fin de vie, ça c'est bien plus en direction du grand public. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, comme on n'est pas nombreux, c'est vraiment l'intérêt de ne pas être nombreux si vous avez des questions. Alors, plus concrètement, pour améliorer la qualité de la prise en charge palliative de nos patients, qu'est-ce qu'on souhaite développer? Une égalité d'accès aux soins palliatifs, le développement, et ça c'est vraiment mon violon d'Ingres, le développement et le maintien du maintien au domicile et la garantie de soins palliatifs pertinents et de qualité. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'accompagner les soignants et de les former et de leur donner des outils d'aide à la prescription, d'aide à la prise en charge de la meilleure manière qu'on peut. Préserver l'expertise palliative et la garantir de son succès. Donc ça, c'est vraiment
travailler en collaboration entre le terrain et les structures spécialisées qui sont les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles, de manière à pouvoir faciliter les échanges et faciliter les prises en charge précoces, par exemple. Et diffusion de la démarche palliative et l'information des concitoyens, ça c'est, comme je vous le disais, grand public. En d'autres termes, on permet ou on facilite l'accès aux soins de toute personne dont l'état requiert des soins palliatifs. On lui permet de bénéficier de soins de qualité sur le lieu de vie de son choix. Et on facilite la continuité du suivi de la personne sur l'ensemble de son parcours. Et bien évidemment, on garantit à la personne le respect de ses droits fondamentaux. Là, il va se greffer un petit bémol, puisque vous savez que la loi est quand même en passe d'évoluer. On y va quand même assez franchement. Voilà, notre rôle, ce n'est pas d'être militant ou pas, puisqu'on est quand même financé par des fonds publics. On en a discuté d'ailleurs pas plus tard que pendant l'Assemblée générale la semaine dernière. Notre rôle, c'est quand même de garantir à la personne le respect de ses droits. Et donc, je pense qu'on aura aussi à réfléchir à une évolution de nos activités et de notre accompagnement des soignants en fonction de ce qui va être voté et de ce qui va passer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Notre territoire de santé, donc qui, où, comment pour la cellule, là, on est clairement dans le GHT 12 pour vous, mais on intervient sur tous les autres territoires de santé que vous pouvez voir sur cette carte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, on dit que oui. Ok, merci. Ok, je me sentais un peu seule parce que je ne vous vois pas en fait, donc c'est un peu compliqué. Alors, le parcours de soins du patient sur votre territoire, c'est quoi? Dans un premier temps, le maintien à domicile autant que faire se peut. Et ça, c'est vraiment la grosse partie des soins palliatifs parce qu'on parle toujours, et moi je milite pour ça, on parle toujours des prises en charge palliatives aux unités de soins palliatifs, au LISP, à l'hospitalisation à domicile et par les équipes mobiles, mais on ne parle pas, à mon sens, assez souvent des prises en charge de fin de vie qui se passent à domicile et qui se passent bien. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en fait, c'est bien évident qu'on va parler des prises en charge qui sont complexes et qui mettent en difficulté les soignants, mais il faut aussi, c'est important pour moi de mettre en avant toutes les prises en charge qui se passent bien à domicile et qui se passent bien dans les EHPAD et qui se passent bien dans les masses, avec le concours justement des coordinations, de la coordination entre les professionnels de santé et le concours des équipes mobiles. C'est quand même, on se focalise sur les 30% de prises en charge qui sont un petit peu complexes, mais ça veut dire qu'il y a quand même 70% des prises en charge qui se passent plutôt bien. Rapidement, je vous présente un outil. Alors, est-ce que tout le monde l'a déjà vu ou est-ce que quelqu'un n'en a jamais entendu parler de Paliadis? Moi, j'en ai jamais entendu parler, j'avoue. Ok. Donc, Paliadis, qu'est-ce que c'est? C'est une échelle très simple qui se fait avec un certain nombre de questions et d'items. Et ça vous permet très facilement d'identifier chez un de vos patients le besoin ou non de faire appel à une équipe mobile de soins palliatifs. C'est vraiment, quand vous répondez, quand vous remplissez Paliadis, ça prend 5 minutes. Quand vous remplissez Paliadis et que vous répondez de manière positive à 3 items, c'est clairement que vous pouvez joindre une équipe mobile de soins palliatifs. Clairement. Qui est-ce qui peut joindre une équipe mobile de soins palliatifs? C'est le médecin traitant, bien entendu, le médecin co, un spécialiste, un infirmier, mais ça peut être également la famille du patient, sans problème. Alors, Paliadis, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 10 items. Par exemple, j'en prends au hasard. Le patient est-il atteint d'une maladie qui ne guérira pas en l'état actuel des connaissances? Oui, non. La maladie est rapidement évolutive? Oui, non. Il persiste des symptômes non soulagés malgré la mise en place de traitements de première intention? Oui, non. Vous avez déjà rempli 3 items. Grosso modo, quand votre patient se dégrade, à partir du moment où vous avez 3 items positifs, vous pouvez en toute légitimité faire appel à une équipe mobile de soins palliatifs de manière à pouvoir… En fait, pourquoi je vous présente Paliadis? Parce que cet outil Paliadis, il vous permet de faire appel à des équipes mobiles de manière à pouvoir effectuer une prise en charge précoce. Parce que bien souvent, et ça, c'est là, je me fais la voix des structures spécialisées en soins PAL, des USP et des équipes mobiles, bien souvent, quand on finit par se dire, là, ça va plus, on n'arrive plus à gérer, on a besoin d'un recours à un deuxième niveau de prise en charge, souvent, c'est un petit peu tard et du coup, on se retrouve avec des prises en charge qui deviennent très symptomatiques et qui du coup,
ne permettent pas à l'équipe mobile de mettre en place tout ce qu'on pourrait mettre en place dans le cadre d'une prise en charge anticipée. La prise en charge de la famille, l'accompagnement des soignants, la prise en charge psychologique du patient et ou de ses aidants. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est l'outil Paliadis, il vous garantit à coup sûr que vous êtes typiquement dans la possibilité de solliciter une équipe mobile. Alors, donc l'outil Paliadis, c'est pour s'adresser aux équipes mobiles. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que la cellule a mis en place pour vous, acteurs de soins d'un territoire de santé? On a mis en place depuis presque 15 ans une astreinte médicale téléphonique. Alors, est-ce que parmi vous, je sais qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais est-ce que quelqu'un a déjà eu la possibilité d'y avoir recours? Ça m'est arrivé une fois en journée, ouais. D'accord. Et autrement, chez les autres personnes? Non. Voilà. Alors, cette astreinte, on l'a un petit peu fait. En fait, l'avantage, c'est que comme elle a 15 ans, on l'a fait évoluer parce qu'on trouvait qu'il fallait que ça bénéficie au plus grand nombre. À l'époque, c'était les équipes mobiles qui identifiaient des patients qui étaient potentiellement symptomatiques et dont la prise en charge risquait d'être complexe. Et du coup, ils nous demandaient d'inclure le patient dans l'astreinte. Juste avant le Covid et encore plus pendant la période Covid, on s'est dit, c'est dommage parce qu'il y a plein de patients à domicile et plein de soignants surtout qui auraient besoin d'un accompagnement et parfois d'une aide à la prescription pour les médecins, notamment en nuit profonde, d'une aide à la prescription pour les médecins du SMUR aussi, parce qu'ils ont aussi ce numéro, ils y font appel assez souvent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter la prise en charge et du coup d'éviter des hospitalisations intempestives. Donc, cette astreinte-là n'est plus réservée aux patients identifiés par les équipes mobiles, mais c'est pour ça que je vous le présente. Elle a une fonction de numéro vert. Donc, vous pouvez, n'importe quand, la nuit, le week-end, le jour férié, appeler ce numéro-là, donc que j'ai donné à Johanna, je crois, donc elle vous les diffusera, hein, il n'y a aucun problème. Enregistrez-les dans vos portables et vous pouvez, donc à toute heure de la nuit, week-end, jour férié, avoir un médecin de soins palliatifs. Donc, clairement, c'est les chefs de service d'unité de soins palliatifs et les médecins d'équipe mobile qui prennent cette astreinte et qui sont disponibles 24 heures qui sont disponibles 365 jours sur 365. La journée, vous pouvez appeler le même numéro et nous, on vous adresse du coup vers une équipe mobile ou vers un médecin de soins palliatifs qui peut répondre à votre question. Ça sert à obtenir des informations sur certains traitements. Ça sert à une aide à la prescription. Ça sert pour améliorer un certain nombre de prises en charge, d'aide à la prise en charge quand vous êtes infirmier, par exemple, et que vous avez déjà un certain nombre de thérapeutiques à domicile et qu'il faut modifier les thérapeutiques en fonction des symptômes du patient. Et surtout, ça permet, autant que faire se peut, d'éviter une admission aux urgences pour un patient en fin de vie. Ça permet aussi d'avoir un avis spécialisé et aussi ça permet d'être en lien direct avec un médecin d'USP ou un médecin d'équipe mobile et pourquoi pas, si la possibilité se présente, de faire une admission directe en USP s'il y a de la place. J'ai une question, Marie. Ces Oui. numéros, en fait, l'astreinte, elle est organisée avec toutes les équipes mobiles. Je dirais, c'est les praticiens qui tournent ou il n'y a que les US qui C'est toutes les interviennent équipes mobiles. dans notre territoire alsacien? Ouais, dans le grand. Alors, les médecins qui prennent l'astreinte, c'est toutes les équipes mobiles d'Alsace. Donc, vous avez aussi bien les médecins de Colmar que de Mulhouse, que de Haguenau, que des US, que de la Toussaint, Bichevillers, enfin voilà, ça dépend. Mais par contre, ils ont tous, en fait, c'est sur la base du volontariat, on n'impose rien. Donc, les médecins qui prennent les astreintes savent qu'ils peuvent être appelés potentiellement par n'importe quel soignant d'Alsace. Donc, ils sont absolument disponibles pour ça. Et j'ai une deuxième question. Est-ce Oui. qu'il y a un système d'information qui collige en fait des informations recueillies lors de ces Voilà. astreintes? Ouais. Alors, justement, j'allais y venir. Pardon. Donc, il y a deux modèles. Non, c'est pas grave. Il y a deux modalités. Donc, soit c'est des patients qui ont déjà été identifiés par les équipes mobiles, auquel cas, nous, on crée un dossier médical qu'on va mettre à jour, etc. Et quand il y a un appel sur l'astreinte pour un patient qui est déjà connu, à ce moment-là, on fait un retour à l'équipe mobile qui le suit en lui disant, il y a eu un appel tel jour, telle heure pour tel motif. Voilà quelle a été la réponse. Il faut programmer une visite. Ça, c'est la première chose. Et quand c'est un appel sur la fonction numéro vert, c'est-à-dire un patient qui n'est pas connu et qui n'a pas été identifié au préalable, les médecins qui sont rémunérés pour ça
du coup, vont remplir tout un questionnaire en disant, ben voilà, quel territoire, quelle était la problématique, quels soignants on avait au domicile. Donc, ils recueillent les informations par rapport aux soignants pour qu'on puisse faire un retour. Quelle est l'équipe mobile de soins palliatifs qui est concernée par ce territoire de santé? Et nous, on récupère ces informations et on les transmet à l'équipe mobile le lendemain matin en disant, voilà, ça c'est un patient qui est identifié soins PAL, il y aurait peut-être besoin d'un début de prise en charge. Et du coup, ça génère aussi des prises en charge par l'équipe mobile de soins palliatifs. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Super, super bien. Ok. Merci. Est-ce que ça va pour l'astreinte ou est-ce que vous avez encore des questions? C'est bon. C'est clair. C'est bon. Ok. Alors, la deuxième grosse mission, qui n'est plus une mission en tant que telle de la cellule de soins palliatifs, c'est une mission de formation des professionnels de santé. Pourquoi? Parce que la stratégie gouvernementale, comme vous l'avez peut-être suivi ou pas, ce n'est pas de multiplier les services spécialisés. Alors, bien évidemment, dans la mesure du possible, ce serait bien que chaque région ait une unité de soins palliatifs, hein, parce que je vous rappelle juste qu'il y a quand même 6 régions encore en France où il n'y a pas d'USP. Donc, c'est assez dramatique. Mais l'idée, c'est aussi de former tous les professionnels de santé vraiment indifféremment, enfin, quelle que soit la profession, à la prise en charge palliative des patients, quel que soit leur souhait de lieu de fin de vie, de manière à pouvoir graduer les prises en charge et que tout le monde soit à l'aise avec ce type de prise en charge. Donc, la diffusion de la démarche palliative et aussi le recueil auprès des professionnels de terrain de leurs besoins de formation. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, on n'a plus la mission de former les gens directement. Par contre, on a passé personnellement, dans le Grand Est, on a passé un certain nombre de conventions avec des organismes de formation parce que moi, personnellement, il me semblait absolument fondamental que l'offre de formation en soins palliatifs, elle soit faite par les professionnels de santé du terrain, parce qu'il y a à la fois ce côté formation, mais il y a aussi la possibilité de développer des liens et du coup d'identifier les professionnels avec qui on va travailler. Ça me paraissait très important. Et la deuxième chose, c'était aussi de passer par un organisme de formation, ça permettait aussi de recueillir les agréments DPC et de permettre aux professionnels de santé d'être formés et d'être payés pour les formations qu'ils allaient solliciter. Donc ça, c'est en cours, mais c'est vraiment, pour moi, une des grosses missions de la cellule. Parallèlement à ça, on a aussi un rôle de diffusion de ressources sur le site web et les réseaux sociaux. Donc, on a une chargée de communication, Agathe, qui s'occupe des réseaux sociaux. Et le site de la cellule est un site qui est extrêmement fourni et qu'on a conçu avec une double modalité. C'est-à-dire qu'il y a un onglet, enfin, il y a une interface pour le grand public et il y a une interface pour les professionnels de santé auquel vous pouvez accéder sur simple demande. Il suffit de remplir le formulaire de contact qui vous donne, du coup, nous, on vous renvoie un code d'accès avec un identifiant. Et ça vous donne accès à l'autre volet du site de la cellule avec des protocoles, des aides à la prescription, un certain nombre d'outils, notamment de prise en charge de la douleur, un certain nombre de vidéos, de webinaires, de choses comme ça, de supports de formation. Enfin voilà, des choses que vous pouvez vraiment mettre en pratique ouais, et utiliser dans votre pratique quotidienne. On est en train de réfléchir, alors pour l'instant on est cantonné sur le site, on est en train de réfléchir à la création d'une application qui pourrait regrouper tout ça pour les soignants. Mais ça sera certainement d'ici quelques mois. Donc, mise à disposition d'outils tels que des référentiels, des recommandations, des fiches techniques, tout ça vous avez sur le site sur simple demande. Des formations thématiques interdisciplinaires, donc c'est de ce dont je vous parlais, et on est en train aussi de développer un groupe de travail qui réfléchit à la possibilité de mettre en place des gaps, parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'interviens auprès des professionnels de santé libéraux et des CPTS, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois besoin pour les professionnels de terrain d'avoir un espace de parole dans lequel on pouvait verbaliser des situations qui ont été compliquées de manière à pouvoir échanger entre nous et
pourquoi pas faire partager ça au plus grand nombre. Et du coup, on est en train peut-être de monter ce type de gap avec l'aide d'une psychologue et on aurait la possibilité de tourner dans chaque secteur d'activité pour pouvoir proposer ça. Et pour les médecins, on avait également monté un groupe Balint qui est possiblement en passe de reprendre du service à condition qu'on ait assez de personnes qui seraient intéressées pour la poursuite. Et la dernière chose qu'on met à disposition en termes d'information et de formation, disposition aussi bien des professionnels de santé que des étudiants. On a un gros centre de documentation à Strasbourg. On a à peu près 400 ouvrages qui traitent de la douleur, des soins palliatifs, de la prise en charge globale, de la psychologie, de la mort, enfin de plein de choses, de la pédiatrie, des documents qu'on peut mettre à disposition de nos patients, etc. Donc, je vous invite, normalement, le plus gros des ouvrages est référencé sur le site. Je vous invite à aller les consulter ou consulter les titres et surtout, n'hésitez pas à venir les emprunter si vous en avez besoin ou si vous en avez envie. Ils sont vraiment là pour vous. Donc, voilà pour l'onglet Information, Formation. Est-ce que je suis dans les temps? Oui. En termes de santé publique, donc on informe et on sensibilise les usagers, je vous ai déjà expliqué ça. Et information et sensibilisation en formation initiale, donc on intervient encore aujourd'hui dans tous les IFSI, dans tous les IFAS, on intervient chez les ambulanciers, on intervient en formation, en première et deuxième année de médecine aussi, on intervient chez les internes de médecine générale et on intervient au DU de soins palliatifs assez régulièrement. Et on intervient chez les professionnels des services à la personne, chez les auxiliaires de vie. Qu'est-ce qu'on fait encore? Et je vous embête encore 2 minutes avec ça, parce que peut-être que ça pourra vous intéresser assez prochainement. La cellule a aussi une mission de soutien de projets innovants. Par exemple, alors on a monté il y a quelques années, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un habitat partagé en collaboration avec la résidence Saint-Charles à Schiltigheim, qui permettait à des patients précaires qui étaient réhospitalisés parce qu'ils étaient précaires, mais qui n'étaient pas forcément symptomatiques en soins palliatifs, de bénéficier d'un logement et d'une coordination de vie et de soins, et du coup d'éviter un certain nombre de journées d'hospitalisation. Donc c'était quand même un coût indéniable, enfin une économie indéniable pour la société. Et ça, voilà, donc ça c'est un projet qu'on a porté pendant 4 ans et qu'on a retransmis à la Fondation Saint-Vincent-de-Paul parce que ça tournait bien. Actuellement, on soutient un certain nombre de projets qui est l'association La Parenthèse, qui est une association qui promeut à la fois la mise à disposition de soins de support, c'est-à-dire hypnothérapeute, sophrologue, psychologue, enfin pédicure, enfin ça peut être très très large, médiation animale, enfin on a déjà fait plein de choses pour des patients identifiés soins palliatifs à domicile. Donc on va chercher des fonds et on a une certaine enveloppe budgétaire pour pouvoir mettre ça en place pour des patients identifiés soins palliatifs à domicile. Donc en général c'est des patients qui sont suivis par une équipe mobile dans ce but-là aussi, pour qu'ils soient identifiés et qu'ils soient bien répertoriés. Donc ça, c'est une première activité dont vous pouvez faire bénéficier vos patients. Mais cette association, La Parenthèse, elle est aussi sur un projet de création de maisons de répit, c'est-à-dire une maison qui va pouvoir accueillir des patients en séjour de répit d'1 semaine ou 2 semaines ou 2 places en hôpital de jour, des patients chroniques, lourds, dépendants, qui ne sont pas forcément en soins palliatifs, mais dont l'aidant a besoin d'un certain temps ou pour souffler ou pour se faire hospitaliser ou voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet. Et le troisième projet, alors, l'autre projet, c'est l'association Coup de pouce. C'est aussi une association qui permet à des soignants qui souhaitent se former en soins palliatifs, d'avoir un certain nombre de financements pour faire des formations courtes, type hypnose, sophro, de se déplacer à des congrès, etc. Donc, en fait, pareil, on va chercher des fonds pour pouvoir attribuer un certain nombre de bourses. Et dernier projet dans les tiroirs, c'est la création d'une application qui s'appelle Localia, qui est conçue comme un site de rencontre et qui permet d'identifier sur un bassin de population donné, typiquement le vôtre, des patients qui auraient besoin d'une aide ou d'un temps de bénévolat à domicile pour accompagner un patient en soins palliatifs et des patients qui seraient prêts à donner ce temps ou ce coup de main en fait
Et on s'est rendu compte que au niveau local, en fait, les choses n'étaient pas du tout identifiées. En fait, les gens qui sont prêts à donner du temps ou donner un coup de main ne sont pas en connaissance de ceux qui auraient besoin de ce coup de main. Voilà, donc on est en train de développer ce type d'application qui sera à disposition des professionnels. Je crois que j'ai fait le tour. Je me dépêche de finir, comme ça on a un petit temps pour les questions. On travaille aussi en collaboration avec d'autres réseaux, avec d'autres cellules. Et quand on a des projets qui fonctionnent, on essaie de les exporter. Typiquement, l'astreinte de soins palliatifs, puisque on est quand même en Alsace, la seule astreinte qui fonctionne la seule astreinte qui fonctionne de manière pérenne depuis plus de 10 ans. Autre part, en France, ils sont juste en train d'y réfléchir. Donc, on est quand même bien lotis. Et on travaille avec des professionnels de santé, de la gériatrie, de la psychiatrie, du handicap, de la cancéro, de la précarité, etc. Voilà, donc pour résumer, on a une vraie volonté de travailler ensemble et moi j'ai vraiment besoin de pouvoir établir avec vous une communication très simple et très fluide de manière à pouvoir identifier les besoins concrets que vous avez au jour le jour, éventuellement pouvoir vous accompagner sur le moyen terme et pouvoir aussi vous proposer un certain nombre d'outils. Voilà, donc des petits renseignements, le site de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui s'appelle la SFAP, le site de la cellule qui s'appelle, alors, soins palliatifs Alsace, mais maintenant c'est soins palliatifs Grand Est depuis la semaine dernière, donc il faut que je le rectifie. Et vous pouvez nous trouver très facilement. On est très présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc. avec l'acronyme CARGESP. Donc, les séjours parenthèses que je vous enverrai si vous le souhaitez. Et voilà, vous pouvez me joindre très facilement par mail à l'adresse qui s'affiche là. Et par téléphone, c'est le même numéro que la nuit en fait. On a gardé le même pour la journée. Voilà, j'ai terminé. Je suis disponible pour vos questions. Co-pratique, en l'occurrence, le numéro de téléphone d'astreinte. Je pense que ça va être le moment de communiquer plus largement. Donc, je pense qu'on va le partager via notre infolettre. Hein. Ouais. Et on envoie ça à plus de pratiquement 1000 personnes maintenant. L'idée aussi, c'est qu'on communique énormément sur le webinaire parce qu'on a été filmé, hein, vous le savez, et qu'on va certainement faire une communication très spécifique parce que tout ce que tu as dit là, c'est tellement intéressant qu'il faut que d'autres gens le voient un peu en différé, en replay. Et puis, nous, dans notre fiche action, je ne sais pas si je te l'avais partagé, cette fiche action, il me semble que si, mais je peux te la Je crois. repousser. On a vraiment Ouais, que Johanna m'avait donné, il me semble. tout un pan en formation, elle est un peu touffue. On a un groupe de travail. Et ce groupe de travail, je pense qu'il va créer du lien avec toi, avec ton équipe, et puis pour avoir des questions au fil de l'eau. Ça, c'est important. Et puis, la communication du site et les outils sur le site pour les pros. Là, je suis sur la fiche de contact. Il faut juste que je télécharge ma carte de documents qu'il faut bien. Mais je suis en train de le faire. Et là aussi, on va communiquer là-dessus parce que c'est pas la peine s'il y a des outils posés, les utiliser. Et puis, si on fait déjà tout ça, ça sera un premier début. Voilà. Donc, merci. Et puis, l'idée, c'est vraiment, nous, on voudrait vraiment Alors, en Alsace, historiquement, on avait vraiment une relation très forte avec les acteurs de terrain. Et quand on a transformé le réseau alsacien de soins palliatifs en cellule, pour Karine et moi, c'était très, très important de ne pas perdre ça parce que pour avoir travaillé à la conception du projet avec les autres cellules françaises, c'est vraiment des organismes strictement administratifs. Et moi, je trouve que c'est hyper important de garder cet ancrage territorial. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça fondamental de développer des liens privilégiés avec les partenaires locaux et donc avec les CPTS et de pouvoir, pareil pour les formations, l'idée, c'est pas de balancer des formations en soins palliatifs généralistes, mais de vraiment coller aux besoins d'un territoire et du coup de pouvoir vraiment faire des choses qui sont utiles et qui peuvent être directement mobilisables pour les prises en charge. Et puis ta grille, là, Palliatif. 10. Le palliatif. Voilà, ouais. Et ça, c'était super. Et nous, on est aussi très preneurs du fait que vous labellisiez des formations entre des formations courtes, qui parlent de démarche palliative, si j'ai bien compris, il y a des formations plus courtes. Comme ça, on a le panel de formations qui peuvent être très courtes à plus
qu'au sup, on va dire. Donc Alors, ça, vous ça êtes en peut être là-dessus. vraiment selon vos besoins. Je sais qu'auprès des libéraux, ce qui marche bien, c'est quand même le format entre midi et deux, d'une heure, 2 heures, mais bon, voilà. Et on s'est rendu compte aussi que nous, on proposait des formations sur 3 jours. Et quand on est professionnel libéral, c'est très compliqué, je trouve, de se libérer 3 jours. Et du coup, ce qu'on proposait, plutôt que de faire 3 jours, c'était de faire des modules, en fait, module 1, module 2, module 3, avec une certaine progression et avec des thématiques, en sachant que voilà, on pourrait très bien voilà, s'inscrire dans un module sans avoir forcément fait les autres avant, mais vraiment en fonction de ce qui nous intéresse. Et, voilà, ce qui était important aussi, c'est que chaque module puisse être validé DPC et avoir les agréments et vous permettre d'être rémunéré en fait. Ben, on va voir ça avec le groupe de travail. Il y a Baëja qui veut te dire quelque chose, il me semble, non? C'est le micro. Oui, j'ai une petite question par rapport à l'espace de parole, aux échanges. Est-ce que c'est déjà Ouais, ouais. d'actualité? C'est en projet, mais c'est très facile à mettre en place. On a déjà les professionnels. Alors c'est pas compliqué, hein, ça dépend des professions à qui on va s'adresser, mais il y aura forcément une psychologue issue du monde des soins PAL, mais qui ne fait pas partie d'une équipe mobile parce qu'on veut pas qu'il y ait une interférence entre la relation, la collaboration professionnelle et la mise en place de ces groupes de travail. Donc en fait, c'est une Ouais, ouais, psychologue qui ouais. s'appelle Élise Lagrange qui a travaillé à Colmar longtemps, plus un soignant, soit médecin, soit infirmière. D'accord. Parce qu'en fait, par rapport justement au palliatif, vous disiez tout à l'heure que parfois, ben, il est un petit peu tard quand on fait appel aux équipes, hein. Mais c'est parce que dans le Mhm. parcours du patient, en fait, c'est entendre palliatif, c'est compliqué. Tous les patients ne sont pas prêts à l'entendre, en fait, voilà, à un moment donné du parcours. Et du coup, nous, on est souvent seuls face à un questionnement un petit peu récurrent et voilà, c'était pour ça en fait que je voulais savoir. Avant qu'on soit totalement dans le palliatif, qu'on rentre avec les équipes mobiles, si on pouvait avoir accès à ça avant. Alors, les soins palliatifs, en fait, c'est pas que la prise en charge palliative de fin de vie, c'est aussi pour ça que les équipes, elles ont un petit peu revu leur copie et qu'elles se présentent. Alors, chacune se présente avec sa façon d'être, mais très souvent, dans des prises en charge précoces, ils se présentent beaucoup plus comme prise en charge, comme équipe de soins de support. D'accord. Et Mm, du mm. coup, enfin, quand vous avez besoin d'expliquer ça à vos patients, c'est vraiment pour des prises en charge précoces. Elles se présentent comme équipe d'accompagnement et de soins de support. L'idée, c'est Mhm. de permettre aux patients de prendre en charge un certain nombre de symptômes et de les accompagner, mais très souvent, ils évitent de débarquer en disant on est l'équipe de soins palliatifs parce Mm. que dans l'inconscient, enfin, tics terminaux. C'est Donc, soins de ça. support, Mm. c'est vraiment prise en charge des symptômes, accompagnement de la famille, accompagnement psychologique, accompagnement social aussi, hein. Elles ont quand même des assistantes sociales qui permettent de mettre en place un certain nombre de choses, notamment les enveloppes de soins PAL dont on bénéficie encore jusqu'à nouvel ordre en Alsace et qui est quand même c'est quand même un grand, grand plus pour les patients, de manière à pouvoir mettre en place un certain nombre d'aides au domicile. Mais voilà, plus c'est précoce, plus on a le temps de mettre ça en route. D'accord. Et où est-ce qu'on peut emprunter en fait les livres? J'ai pas entendu les livres autour du palliatif. C'est pas dit, Où est-ce que... alors, nos bureaux sont au centre Paul Strauss, au 4e étage. Ok. On Merci. a, ouais, on a pas mal de mémoires, de thèses, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à consulter. Bon, il y a plein de choses à faire ensemble, donc ça va être très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, on va lancer un peu tous ces petits chantiers pour essayer de réactiver un petit peu notre groupe de travail sur notre fiche action. Je crois que la formation est en bonne place. Diffuser le numéro d'astreinte, je pense que c'est le moment. Je pense qu'il est pas trop utilisé, me semble-t-il. Et puis pour le reste, bah, on revient vers toi pour des questionnements. Peut-être aussi faciliter parler du fait que le site, il y a un espace pro avec déjà des documents posés aussi et que ça peut être aussi Mm. des ressources. Donc on va communiquer. Il faut que je vois ça avec Johanna et puis le groupe de travail pour voir comment on fait ça dans la lettre. Et puis voilà, nous, les formations nous intéressent et ces groupes de parole aussi.
quand ils seront activés ou activables? Tu nous dis? Bah, si, en fait, l'idée, c'est d'avoir, voilà, comme on mobilise une psychologue, du coup, moi, je dirais que pour 1 ou 2 heures au moins, pour que ce soit intéressant, il faut qu'on arrive à. L'idée, c'est de constituer des groupes par secteur d'activité. Donc, je pense que les CPTS, au sein d'une CPTS, ça peut être vraiment très intéressant. À partir du moment où on se rend compte qu'on a un certain nombre de professionnels qui sont désireux de mettre ça en place, à ce moment-là, nous, on se met en route, quoi, hein, il n'y a aucun problème. Ça peut être très rapide. Donc l'idée, c'est des échanges de pratiques, des difficultés rencontrées, des moments difficiles. Enfin, c'est Oui. autour de ça, ouais. Voilà, il Sorte y a ça, il y a d'étape. l'analyse de pratique et il y a aussi vraiment la possibilité de reverbaliser des situations qui ont été complexes, en fait. Parce que c'est vrai qu'au domicile, on se retrouve, quand on perd un patient ou quand on a une fin de vie qui a été un peu compliquée, ben, finalement, on est quand même assez seul. Euh, Donc l'idée, avant, Et pendant et après. ouais, ouais. Et la gestion de la famille, de l'entourage aussi, c'est quelque chose qui est un peu Ouais. complexe, hein. Mm. donc on active par la boîte mail en disant voilà, on a quelques professionnels qui souhaiteraient se réunir, un groupe Oui. minimal de 5, 10, je sais pas. Mm. Et puis, Et voilà, c'est ça. Et puis après, l'idée, c'est de constituer un groupe un peu stable. Un peu, je ne sais pas si tu as déjà participé à des groupes Valides, mais l'idée, c'est d'avoir un groupe assez stable de manière à pouvoir organiser 1, 2, 3, 4 entrevues en fonction des besoins voilà, des participants et d'avoir quelque chose qui puisse être assez récurrent, quoi, hein, pour que ce soit pour que ce soit un bénéfice pour tout le monde. tu peux nous Et du coup, envoyer en peut-être dehors sur le cadre? pardon Christophe, C'est en ça, je dehors de voulais. ces espaces de parole, on peut vous joindre enfin via l'adresse mail ou numéro de Oui, téléphone ah pour oui, des oui, pas de questions problème. Pas de problème. ponctuelles comme ça. D'accord, Oui, très oui, bien. pas de souci. Si jamais ce sont des questions d'ordre médical, moi, je relaye aux médecins d'équipe mobile du secteur. Et si c'est de l'accompagnement, de la verbalisation d'un certain nombre de choses, il n'y a aucun souci. Moi, je suis entièrement à votre disposition. Mm. Et quand je ne suis pas disponible, de toute manière, Cathy, notre assistante, prend note et je vous rappelle ou je vous communique par mail ou on convient d'un moment pour se voir ou voilà. Il y a aucun, enfin, pour faire une visio, il n'y a aucun souci, hein. Très bien, merci. Bah, génial, il est 13h20. Je pense on va conclure et puis bah, voilà, on va faire ce qu'on a dit pour avancer un peu plus. Et puis, Marie, je repartage la fiche Oui, action et comme ça, tu peux faire des retours éventuellement à l'aune de ce qu'on s'est dit là, d'ailleurs. d'accord. Voilà. Merci à toutes. Merci à Merci. vous. Bon Merci après-midi, bien. à bientôt. Ah, À merci à vous bientôt. aussi. Au revoir. Au revoir.